On vit une crise sur 3 ans, et quand c'est une crise sur 3 ans, faut plus être un sprinter mais un marathonien, et pour beaucoup de cabinets, c'est très compliqué. Il faut adapter ses offres, il faut adapter ses modèles, il faut adapter sa façon de vendre. Il y a 4 ans, un recruteur dans les entreprises, il avait à peu près 900 candidatures sur les annonces. En 2024, il en a 2400. Mais l'outil ne vient qu'à la fin de tout le process, et pas au démarrage. Salut Laurent. Salut Alexis. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais, très bien. Je suis trop content de t'accueillir dans le podcast Future of Hiring. Depuis le temps, ça fait longtemps qu'on essaie de le faire. Ouais. Pour ma défense, t'es aussi Parmont et Parvaux que moi qui suis à Marseille. Exactement. Donc ça bouge beaucoup, mais je suis trop content qu'on ait réussi à trouver ce bon moment. Là, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler du marché du recrutement, l'état actuel. Tu as quand même cette belle newsletter que tu crées avec les talents narratifs. Merci qui beaucoup. est franchement hyper inspirante, hyper intéressante, hyper quali avec les chiffres, etc. du marché. Donc c'est vraiment hyper précieux d'avoir ça. Et donc l'idée, c'est de parler justement de tout ça avec l'événement aussi que tu avais fait, Talent Lab. Ouais, exactement. En avril. En avril. Hugo était passé, il était très content. Il trouvait ça très bien. Et tu pourras parler aussi de l'événement que tu vas faire après sur le futur du recrutement. Tu sais que c'est une exclue, j'en ai parlé à personne. Ok, bon grosse exclue. Je ne sais pas quand va sortir l'épisode de podcast, mais... Normalement, ça va pouvoir sortir dans plusieurs mois peut-être. Ah, non, peut-être pas, mais plusieurs semaines. En tout cas, voilà, ça me laisse le temps de préparer l'événement. C'est ça, il y aura peut-être une communication avant. Mais du coup, trop content de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, rapidement? Écoute, je m'appelle Laurent Broye et j'ai fondé l'école de recrutement il y a plus de 10 ans, que j'ai revendu aux salariés il y a quelques années. Et depuis 2 ans, j'ai fondé les Talents Narratifs, qui est une boîte qui fait principalement 2 choses. Je fais du contenu et de la com pour des professionnels du recrutement. Et la deuxième activité, qui grossit de plus en plus vite, c'est que je fais de l'analyse sur le marché du recrutement avec une newsletter dont tu as parlé, les Talents Narratifs. Et autour de cette newsletter, je suis en train de lancer un guide sur les collectifs. Bientôt, il y aura un guide sur les ATS. Donc, on fait de l'analyse et des événements. Le Talent Lab, qui était vraiment le lycée maintenant de comprendre le marché du recrutement. Et effectivement, en exclu pour ton podcast, le Talent Lab Futur, qui est un événement qui parlera de ce qui va se passer dans le recrutement dans les prochaines années. Et évidemment, avec beaucoup d'IA dedans, mais pas seulement. Et comment vont se passer les prochaines années dans le recrutement. Trop cool, incroyable. Franchement, hâte de voir tout ça. C'est vraiment les sujets, pareil, nous, qu'on pense beaucoup. Tout ce qui va être automatisation, IA, ça arrive très vite. Il y a beaucoup de solutions, on va en parler. Ouais. Mais du coup, même aux États-Unis, où ils ont un petit temps d'avance, mais qui vont arriver très vite, aussi en France, il va falloir s'adapter et surtout changer un peu les paradigmes, les façons de faire aussi en interne dans les boîtes. Génial. Sur la partie marché du recrutement, si on entame directement le vif du sujet, je sais qu'on a un timing qui est assez serré. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de l'évolution du marché? Qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que tu remarques si tu vas faire une synthèse globale et après on va creuser les différents sujets. On va creuser les parties. Ouais. Écoute, on en parlait justement au Talent Lab. Le marché, notamment au niveau du staffing, mais pas seulement, sur les 3 dernières années, on a clairement baissé, le marché a baissé. Donc on vit une crise, mais une crise pas forte, mais une crise sur 3 ans. Et quand c'est une crise sur 3 ans, faut plus être un sprinter, mais un marathonien. Ouais. Et pour beaucoup de cabinets, c'est très compliqué. J'en ai déjà parlé, mais notamment les cabinets de recrutement de l'IT. Beaucoup ont divisé par 3, 4, 5 leur effectif, voire certains ont fermé. Malheureusement, j'ai parlé de pas mal de fermetures ces derniers mois dans le marché. Donc, sur ces 3 dernières années, effectivement, un marché qui est en baisse, mais pas aussi marqué les années précédentes. Ce qui fait qu'effectivement... c'est presque failli dire, beaucoup sont en train de mourir à petit feu. Et la compétence principale de tous ces acteurs de recrutement, c'est l'adaptation. C'est aussi simple que ça. Il faut adapter ses offres, il faut adapter ses modèles, il faut adapter sa façon de vendre. Et pour les cabinets de recrutement, c'est pas simple parce que quand on a toujours vendu avec du retainer et on dit moi c'est mon retainer, moi c'est ma façon de me vendre, moi c'est ma façon de me valoriser, il y en a qui trouvent des nouvelles façons de se vendre. On fait du forfait, on fait du RAAS, du recrutement as a service. Il y en a qui le font aussi. Il y en a qui vont faire et le tout, c'est de s'adapter aux besoins de son client et d'être en face du client, de dire ok, par rapport à ton besoin, à mes ressources, à ce que je veux vendre en valeur, qu'est-ce qui va marcher le mieux et comment je vais pouvoir te vendre quelque chose qui va correspondre à ton besoin. Et ça, c'est vraiment
c'est vraiment la difficulté sur ce marché aussi où les candidats, et enfin, on a des taux d'abandon de candidats qui sont hyper élevés qu'on n'a jamais eu. C'est-à-dire qu'on va faire une offre au candidat, le candidat dit bah, finalement, ma boîte elle m'a fait une contre-offre qui est meilleure ou qui est aussi bien et j'hésite parce que vu que le taux de chômage est en train d'augmenter, peut-être que je prends trop de risques et ah bah non, je viens plus. Et du coup, le cabinet s'est retrouvé à faire, pendant 1 mois et demi, 2 mois, à faire ce recrutement et se retrouve sans candidat et obligé d'aller voir le deuxième, le silver médailliste, en disant ah, oh, finalement, on va peut-être te prendre. C'est hyper compliqué dans ce marché qui change sans arrêt et les cabinets doivent s'adapter. C'est vraiment le maître mot. Et côté entreprise, et ça, c'est une étude qui était sortie aux États-Unis que j'ai pensé aussi sur la newsletter. Il y a une charge de travail qui a augmenté. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, un recruteur dans les entreprises, il avait à peu près 900 candidatures sur les annonces. En 2024, il en a 2400. Ouais, c'est énorme. Donc, il a une augmentation de ses candidats qui est énorme. Ce qui fait qu'aussi, non seulement il a plus de candidats, mais en plus, là où avant, il gérait en moyenne 9 postes par recruteur, il en a 14 aujourd'hui. Ouais. Donc, plus de candidats, plus de postes. Autrement dit, une charge de travail qui a explosé. Donc, tu vois, le marché... Pour les recruteurs, il est moins facile, de facto, qu'on soit en interne ou en externe. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Justement, on en parlait juste avant. On a créé un événement là, il n'y a pas longtemps avec des directeurs de recrutement et on voit que dans le process de recrutement, il y a plein d'étapes. On va pouvoir optimiser. Tu parlais des tri des CV parce qu'il y a beaucoup de candidatures qui sont entrantes. Mais derrière, on n'a pas le temps de les gérer. Et tout ce qui est automatisation IA va beaucoup nous aider. Par contre, avec parcimonie, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la RGPD, sur ce qu'on peut mettre en place, sur la qualité vraiment de... le pire, c'est ah, mais c'est plus, on déshumanise le recrutement. Exactement. Mais là, moi, ça me fait sortir de mes gonds, celui-là. Il n'y a pas plus... moi, quand je faisais des précales, notamment, je pense à l'IA vocale, moi, j'étais un robot. Donc une IA est beaucoup plus humaine que très souvent des humains voilà, on n'est pas très bon parfois sur des choses qui sont répétitives. Ouais. Vaut mieux avoir une IA humaine qu'un humain inhumain. Tu vois l'idée ? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et les gens réagissent pas que si on a une bonne IA humaine, bah, derrière, on peut reprendre la main de façon sur des sujets où l'humain, de convaincre, de séduire, de donner envie, on va être encore plus fort parce qu'on va se concentrer sur là où on a de la valeur. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu parlais d'une crise de 3 ans. C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà commencé, il y a déjà 1 à 2 années qui ont commencé? Est-ce que c'est encore 3 ans en plus? Comment tu le vois, toi? Ouais, 2023, 2020, fin 2022, 23, 24 et 25, tu vois, on est sur un... Et on a... Alors, c'est difficile à dire, hein, mais... On a du frémissement positif en ce moment. Alors après, on sort un peu d'un chaos avec un chaos politique et géopolitique, mais on a des frémissements positifs que je vois là encore. Hier, j'ai vu donc sur SIA, qui est le Staffing Industry Analyst, qui est vraiment la Bible pour moi du recrutement à l'international. Je me suis inscrit à peu près tout ce qui est analyste à l'étranger. Et il disait que le marché du recrutement perm est en train de repartir en UK doucement. Okay. Il a vraiment... Et le marché perm, donc permanent, donc CDI, hein, quand il repart en UK, c'est plutôt bon signe. Okay. Il est précurseur en général de ce qui se passe en Europe. Okay. Donc on a du frémissement, mais c'est encore trop tôt pour le dire parce que au Talent Lab, l'économiste qui est venu nous a quand même mis une claque en disant bah, nous en France, on a un peu vécu sur ce que l'État a mis, notamment les PGE, depuis des années. On a surrecruté, notamment dans l'industrie. Ouais. Et il y a plein d'entreprises qui ont été financées par le PGE, qui ont vécu, qui n'auraient jamais dû vivre. Donc, on a un taux de fermeture d'entreprises qui est assez fort, qui va continuer sur au moins 1 an. Et du coup, normalement, le chômage va continuer un peu à monter. Encore 1 an difficile et après peut-être qu'on va sentir. Mais en tout cas, voilà, nous on a encore 6 mois, 1 an. Mais peut-être que le recrutement va reprendre dans cet intervalle. Donc, il y a des signaux qui sont à lire. Mais voilà, il faut rester prudent sur les prochains mois. Donc oui, ça fait 3 ans qu'on est dans le dur, ça c'est clair. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le marché est juste changeant et qu'il y a des... Tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est un truc dont on parle très peu.
Et aussi, un sujet que je trouve hyper intéressant, c'est les tailles des boîtes, les tailles des équipes recrutement dans les grosses boîtes. Ouais. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Sur les dernières années, les tailles ont beaucoup diminué. En gros, quand tu es dans le recrutement, il y a toujours un balancier entre le fait de dire moi, je suis une grosse boîte. Il y a deux schémas. Soit je réinternalise totalement la fonction recrutement, et dans ce cas-là, j'internalise notamment, je crée un cabinet interne. Ou bien je me dis, bah non, c'est pas mon métier, j'ai des RH, mais ils avaient recruté, on arrive à faire 2-3 choses, mais on va externaliser une partie de recrutement. C'est toujours ce balancier entre internalisation, externalisation. Et là, avec la crise, il y a beaucoup de grosses boîtes qui se sont dit, bah, on va réduire les tailles des équipes et on va s'appuyer sur le fait qu'on a des candidats qui arrivent en masse dans nos ATS. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on a des candidats qui arrivent qui candidatent chez nous et du coup, on va réduire la taille de nos équipes recrutement et on va essayer, avec un peu d'externalisation et avec ce qui arrive, de se débrouiller avec ça. Tu vois, donc, on a ce phénomène. Et aux US, on l'a très bien vu. Les équipes recrutement qui ont le plus diminué, c'est les grandes équipes. Quand tu vois les Tesla, les SAP, la plupart des choses, quand ils ont diminué leurs équipes, ce sont les équipes recrutement qui ont été les plus impactées. Ouais. Qui sont passées en moyenne, les grandes boîtes sont passées de 130 à 100, 90, 100 personnes, ouais, dans une réduction énorme en termes de statistiques. Ouais, ce que tu disais, et du coup, charge de travail beaucoup plus importante, Exactement. Plus de postes à gérer, et derrière, du coup, nécessité d'avoir les bons outils ou les bonnes IA. On va parler après de toute cette partie IA. Surtout la bonne organisation. La bonne organisation. Au-delà de l'IA, c'est vraiment l'organisation, parce que quand on réduit les équipes et qu'on augmente la charge de travail, bah, ça implique que l'organisation, elle suive, ça implique que le directeur recrutement, il puisse reporter, et c'est ça qui est difficile, une partie de la charge de travail au hiring manager, au manager qui recrute. C'est-à-dire qu'il faut que la boîte soit structurée pour que les hiring managers reprennent une partie du process, sinon ça ne marchera pas. Et il y a une stat, en tout cas une donnée que tu nous as partagée dans ta newsletter qui était pas mal, je crois que c'était il y a quand même quelques mois, sur le nombre d'ATS qu'il y a sur le marché, je crois que c'était 136. Alors 157, mais ou peut-être 157. Ça varie, tu parles sur le marché français. Toi. Exactement, sur le marché français. Ça varie énormément. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses justement dans une ère où on a besoin de s'outiller, d'avoir les bons outils, en même temps il y a plein d'outils sur le marché, on a beaucoup d'ATS, certains vont mourir sûrement sur les prochaines années. Comment tu vois justement l'évolution de ce marché outillage ? Alors, sur les ATS, ce qui est intéressant, c'est que le marché est tellement grand qu'on est capable d'avoir une 150 ATS qui vivent. Et moi, je connais des ATS où ils ont 10-15 clients qui payent 200, 300, 500 euros par mois. Ça leur suffit pour avoir une équipe de 8 personnes et de vivre. C'est pas des boîtes qui explosent, mais ils vivotent et ça leur suffit. Et ça suffit. Ouais. Et en fait, tu as tellement de niches sur ce marché. Donc, tu vois, tu as les ESN, tu as les cabinets de conseil, tu as le staffing. Et dans le staffing, tu as l'intérim, tu as les cabinets. Après, tu as le mid-cap, tu as l'enterprise. Tu vois, tu as vraiment des segments tellement différents et tellement difficiles à adresser de façon globale que tu as des ATS pour chaque segment. Et que dans ce segment-là, bah, y a plein de boîtes qui arrivent à en vivre. Et les gagnants, effectivement, tu n'en as pas tant que ça. Tu en as une vingtaine sur le mid-cap, une trentaine sur la partie petits acteurs. Voilà, tu n'en as pas non plus tant que ça. Donc, c'est un marché où finalement, pendant très longtemps, c'est un marché de remplacement. En fait, tu remplaces Excel et qu'il y a encore énormément de boîtes qui ont Excel et tu dis bah je vais te remplacer Excel, donc tu remplaces pas un autre ATS mais tu remplaces Excel. Notamment, et il y a un segment qui a été totalement ignoré pendant des années, qui est en train de cartonner, c'est tout ce qui est collectivité locale, territoriale, institution. Toutes ces parties-là, c'est une partie qui n'avait pas d'ATS. Imagine la ville de Toulouse. Elle doit recruter en moyenne des milliers de personnes. Bah, jusqu'à présent, ils géraient ça un peu vite fait. Toutes ces villes, toutes ces délégations, départements, régions, etc., sont en train de s'équiper d'outils. Et c'est là où beaucoup d'ATS ont trouvé leur niche, leur marché. Et en tout cas, ont trouvé un marché qui leur a permis aussi de conquérir. Parce que c'est un marché, c'est un peu comme la marée. C'est un marché qui n'a fait que grandir. C'est un marché qui a fait x10 sur les 10 dernières années. Et du coup, forcément, tout le monde a grandi.
tous les ATS n'ont fait que grandir, tu vois, que ce soit Midcap, Team Taylor, Between, Flatshare, c'est tous ces acteurs-là. Mais sur l'enterprise, sur les petits, tout le monde a grandi parce que c'est un marché qui n'a fait que grandir. C'est un marché de conquête. Aujourd'hui, on atteint on doit être à 40-50% de taux de gens qui ont un ATS globalement, parce qu'évidemment, sur les grosses boîtes, je vois pas comment tu es une grosse boîte, tu ne peux pas avoir un ATS. Ouais, c'est pas possible. SBF 120, c'est pareil. Sur le créneau 500-5000, il y a encore des boîtes qui n'ont pas d'ATS, forcément. Mais on en a, voilà, on peut se dire que le taux d'occupation, non, c'est le taux d'équipement a explosé. Normalement, on devrait avoir des taux d'équipement qui s'approchent des 60-70%, même sur le 500-5000 personnes. C'est le en dessous de 500 qui est encore, qui est encore peu jeune équipé. Peu équipé, ok, je vois. Et comment tu vois, toi, l'évolution justement de cette pluralité d'outils hors ATS, donc des outils d'automatisation, des outils qu'on va pouvoir intégrer dans sa stack interne. Donc souvent, les entreprises ont déjà des outils existants, compliqué d'en changer, en même temps, il faut en rajouter. On voit qu'il y a un outil qui fait très bien le job, par exemple sur la partie ATS ou sur la partie compte rendu, mais on n'a pas un outil qui fait les deux. Comment tu vois justement l'évolution de l'adoption des solutions dans les entreprises Alors, il faut réfléchir déjà de quoi on parle quand on parle d'outillage recrutement. Effectivement, l'ATS, c'est le cœur. Ouais, c'est la colonne vertébrale. Ouais. C'est la colonne vertébrale. Et autour de ça, tu as plein d'outils qui se greffent. Si on reprend tout le process, tu as d'un côté t'as les outils de sourcing. Aujourd'hui, tu as des Talent Finder, des Calend qui vont sourcer. Évidemment, tu as LinkedIn et les job boards qui sont en amont de l'évaluation. Après, tu as des outils d'évaluation. On parlait tout à l'heure de Assess First, tout ce qui est Yuzu, Trimoji, enfin, tu as toute la partie là. Et après, au cœur de tout ça, tu as toute une palanquée d'outils, qui soient IA ou pas IA d'ailleurs, qui vont venir automatiser le recrutement, que ce soit les rendez-vous, que ce soit même des campagnes de communication avec les lemlists, etc. Donc tout ce qui est la partie que tu connais bien, gros hacking. Donc aujourd'hui, tu as tout un univers d'outillage qui est gigantesque. Et on n'a pas un problème d'outillage, on a un problème d'adoption aujourd'hui. Ouais. C'est que, et ça je pense que tu le sais très bien, c'est que dans cette jungle d'outils, les recruteurs sont un peu perdus. Et sur les classiques, ils arrivent à s'y retrouver. Sur ces nouveaux outils d'outillage, c'est un peu bizarre comme phrase, mais bon, c'est pas grave. Ils sont perdus. Et là, et c'est un peu ce que j'essaie moi de faire avec les talents narratifs, c'est comment on arrive à redonner une carte, tu vois, sur ces outils pour savoir qui fait quoi et comment. Et il ne s'agit pas d'évaluer les outils, il s'agit juste de donner un grand mapping de ces outils. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Et moi, c'est un peu une de mes missions, c'est d'essayer de redonner du sens à la fois aux outils, mais aussi à l'adoption. Je te donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai parlé d'IA Vocal. Ouais. L'IA Vocal, pour moi, c'est un game changer dans le recrutement, parce que notamment sur les cols bleus, l'IA Vocal, c'est ce qui va appeler des téléphones, dire... Voilà, et de façon très naturelle, va en une demi-heure, même pas un quart d'heure, va structurer un entretien pour donner les infos de base. Tu fais quoi? T'es basé où? Est-ce que tu as le permis? Etc. Notamment sur les cols bleus, c'est un game changer. Ça va faire des appels qu'avant on faisait à la mano, qui prenait un temps de dingue quand tu étais dans une agence d'intérim. Je pense notamment à l'intérim, mais pas que. Et ça va faire gagner un temps de dingue. J'en ai parlé notamment sur un post LinkedIn qui a pris feu, 500 likes, 600 commentaires, truc de malade. J'ai eu des centaines de messages. Et ça a énormément résisté sur « mais non, on enlève l'humain, mais non, RGPD, mais non, l'artisanat de le recrutement, on va bientôt mettre un label artisanat ». En fait, les gens, pour moi, n'ont pas compris que fondamentalement, c'est game changer parce que ça va redonner du sens, ça va redonner du temps aux recruteurs pour vraiment se concentrer sur là où il y a de la valeur. Et le vrai sujet, c'est que
comme dans tout d'ailleurs, les outils, c'est pas un problème d'outils, c'est un problème d'adoption, c'est un problème de mentalité, c'est un problème d'évangélisation, de comprendre que ça va nous aider et c'est pas là pour nous remplacer en fait. L'outil ne remplacera pas le recruteur, ça va juste nous aider à être plus performants et à être meilleurs. C'est juste ça en fait. Et je suis entièrement aligné avec toi parce que nous, quand on accompagne du coup des clients à l'adoption justement de nouveaux outils, automatisation ou IA, c'est vrai qu'il y a une différence. Souvent, on met un peu tout dans la case IA, mais derrière de l'IA, il y a toujours de l'automatisation ou des solutions SaaS qui sont mises en place. Bien sûr. Donc, par exemple, on va avoir un chat GPT qui va générer des documents, offres d'emploi, fiches de poste, etc. Mais derrière, on va avoir une automatisation qui va partir de l'ATS pour générer les infos et repartir dans l'ATS. Donc, il y a toujours cette notion où on peut mêler les deux, automatisation et IA. Et souvent, nous, quand on intervient, on se rend compte que les recruteurs, ils ont justement cette réticence. Ils se disent, effectivement, là, ça va me remplacer, je ne sais pas utiliser ces outils-là. Donc, il y a aussi ce côté où on se rend compte que certains recruteurs vont avoir de l'appétence à utiliser ces outils. Donc, on va appeler ça peut-être des RecOps, des personnes qui ont un peu ce côté geek. Et je pense, moi, je suis assez convaincu que demain, les recruteurs devront avoir des compétences IA en prompting ou en outils pour bien utiliser justement ces solutions-là. Mais il y a quand même une réticence. Et puis derrière, lorsqu'on met en place, par contre, les solutions et que ça facilite des cas d'usage vraiment concrets, comme la rédaction des offres d'emploi, du sourcing, l'amélioration des messages, sur tout ce qui va être compte-rendu d'entretien, tu te rends compte que le recruteur a beaucoup plus de temps, comme tu disais, pour se concentrer vraiment sur les échanges, la qualification, accompagner le candidat et vraiment se positionner comme un agent de talent. Ça serait l'idéal, d'avoir vraiment cette posture-là avec du temps qu'on arrive à consacrer là-dessus. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est fondamentalement, c'est un sujet de transformation et de changement dans une équipe plutôt qu'un sujet d'outils. Une fois que tu as compris que ça va t'aider, que les gens ne doivent pas adopter un outil, ils doivent adopter une nouvelle mentalité. C'est ça le sujet. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que faudrait que tu lis l'outil, LIE, quand je dis lis, avec de la formation, dire voilà ce qui se passe, voilà pourquoi c'est important. Il y a tout un travail de transformation interne qui doit être mené en parallèle et pas arriver avec l'outil. Et les gens croient toujours qu'en plaquant un outil, ça va amener la transformation, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Et il y a et que moi, individuellement, Laurent et les talents narratifs, et je me positionne dans la partie évangélisation très en amont. Ouais. Et derrière, c'est pas moi qui le ferai, il y a d'autres personnes qui vont arriver en dire ok, voilà, vous avez un truc qui se passe, vous l'avez appris dans une des conférences dont on va, voilà, Talent Lab Futur, le mec qui fait sa pub, mais vous l'aurez appris qu'il se passe des choses, venez, moi je vais vous faire la formation et derrière vient l'outil. Mais l'outil ne vient qu'à la fin de tout le process et pas au démarrage. Ouais, c'est ça. Il y a, voilà ce qui se passe, voilà la formation et voilà l'outil. Mais il y a tout le process qui amène et il y a la culture aussi qui est transformée. Donc, c'est ça le sujet et c'est pour ça que ça prend du temps. L'outil va plus vite que la culture et la personne et c'est normal. Donc, du coup, et moi aussi, je dois me retenir, je dois comprendre que les résistances, c'est normal, ça fait partie du process et qu'on doit vivre avec. Et que même, ça permet de nous interroger, c'est comment faire que la personne va se transformer. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que toi, tu dois juste faire, ok, clique là, fais ça. Fondamentalement, c'est chiant à faire. Ouais, par contre, si tu dois dire, la personne dit, voilà, moi, comment je raisonne, qu'est-ce qui se passe pour moi, pourquoi ça me touche, moi, Laurent, que j'ai l'impression que c'est l'humain qu'on enlève du process. C'est que, pourquoi ça me touche moi? Et ça, c'est intéressant. Elle va te dire, toujours l'impression, tu vas dire, mais non, ta valeur ajoutée, elle n'est pas là. Ta valeur ajoutée, elle va peut-être que au moment où tu vas dire, j'ai le cas, on en parlait l'autre jour, la fille disait, moi, ma valeur, c'était pas de faire une précale au téléphone. Ma valeur, c'est quand je plaçais un intérimaire, je voyais sur sa fiche de paie que son anniversaire, c'était le 3 décembre. Okay. Qu'est-ce que je faisais? Le 3 décembre, je l'appelais. Ouais. Et je l'appelais, qu'est-ce qui se passait? Je créais un lien unique avec cet intérimaire. Et quand il cherchait du boulot, qui c'est qui l'appelait? C'est pas l'agence d'en face, c'était moi, parce que je l'avais appelé le 3 décembre. Et que je prenais soin de lui. Alors que la précale que j'avais passée, c'était pas là où je créais vraiment du lien. Je pouvais créer du lien, certes,
mais les choses en plus que je faisais autour Ouais. étaient beaucoup plus puissantes. Ouais, et c'est là ça va être intéressant qu'on puisse avoir plus de temps pour créer ce lien-là avec les candidats. Mais c'est hyper intéressant. Moi, je le vois aussi, le mindset, c'est vraiment le problème de beaucoup de recruteurs. Nous, on a beaucoup de dirigeants, directeurs de recrutement qui nous appellent, qui nous disent, en fait, mes équipes, elles sont pas prêtes à changer. Elles n'arrivent pas à utiliser encore l'IA. Elles se disent, il y a trop de friction. Et donc, elles ont besoin d'une conduite au changement. Moi, j'ai plein de cas d'entreprises qui ont installé des outils. Et en fait, il y a un taux d'adoption qui est très faible, Ouais, bien sûr. où il n'y a pas une utilisation du plein potentiel de l'outil pendant 6 mois, 1 an. Et en fait, il y a une grosse friction à l'usage. Donc, ce que tu disais, mindset, outillage. Donc, nous, on aime bien quand même mettre des cas pratiques concrets. Donc, tu vois, on installe un agent IA, on fait des POC, des pilotes avec 2-3 personnes qui sont champions, qui vont drainer un petit peu aussi le collectif, les recruteurs, et montrer que ça marche via l'exemple. Et après derrière, tu as encore de la formation, mais sur l'usage. Donc, je te rejoins totalement. C'est hyper intéressant. Et cette adoption, justement, ou ces nouveaux outils, cette évolution, comment tu le vois, toi, si on projette un petit trait sur le futur du recrutement? Comment tu vois ces prochaines années sur les technologies qui vont arriver? Donc, tu as parlé, par exemple, de la précale avec l'IA vocale. Hein. Ça, franchement, donc tu as testé... Ah, mais c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Ça, c'est quand même dingue. La personne te parle, tu l'interromps, elle s'arrête aussi, elle t'écoute, elle te répond. En fait, j'ai testé les outils américains, ils sont extraordinaires. Ouais. En France, on est en train de rattraper le retard. Il y a une dizaine d'outils qui sont en train de se lancer d'un coup. C'est un peu la ruée vers l'or, c'est énorme. Tu vois, Homogène, VoiceHire, il y a plein de nouveaux acteurs. Je pense qu'il n'y en aura qu'un ou deux qui vont rester d'ici 2-3 ans, même moins. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment la course contre la montre. Et c'est fascinant, quoi. C'est fascinant. Moi, il y a 10 ans, j'ai connu l'arrivée des réseaux sociaux, notamment avec LinkedIn. Ouais. J'ai l'impression de revivre la même chose, mais sur un format encore différent. Parce que LinkedIn, ça concernait le sourcing, la com, etc. Là, on est sur tout le process, de A à Z. Donc, c'est-à-dire que chaque partie du process va être impactée. Et à chaque fois, on peut s'interroger, c'est qu'est-ce que je peux automatiser, qu'est-ce que je peux garder, et sur quelle partie l'humain apporte de la valeur dans chaque partie du process. Ouais, non, mais c'est quand même fou. Et donc, les versions françaises vont arriver, du coup, vont être bluffantes. Est-ce que tu vois, toi, des cas d'usage, justement, IA, ou des choses qui vont arriver peut-être plus tard, qu'on n'a pas encore créées ou qu'on n'a pas encore imaginées, mais qui pourraient aider des recruteurs demain? Oh là, tu me poses une colle. Quels sont les cas d'usage IA qui ne sont pas encore arrivés? Alors là, tu me poses une colle parce que c'est tellement... elle est tellement partout qu'il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a presque pas de limite. La limite, c'est la capacité du recruteur à appeler quand c'est son jour d'anniversaire. Ouais. C'est la limite, c'est la petite remarque. La limite, c'est l'émotion que tu vas mettre. La limite, c'est la capacité à convaincre quand le candidat te dit « Ma boîte m'a fait une contre-offre. Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Il n'y a aucune IA qui va pouvoir te convaincre. L'IA, c'est la relation que tu auras créée avec le candidat. C'est toi ce que tu auras fait. Elle est là la limite. Quand le candidat viendra devant toi et dire voilà, il m'a proposé 5 4 plus. Moi, rappelle-toi ce que je t'ai raconté. Rappelle-toi le rendez-vous que tu avais fait avec ton hiring manager qui t'a raconté le projet que tu avais fait. Tu te rappelles de ce qui s'était passé? Ah ouais, t'as raison. J'avais pas pensé sous cet angle-là. Peut-être qu'il va se dire finalement les 5K, je m'en fous. Le projet, il me fait triper en fait. Mais ça, il y a pas beaucoup d'IA qui pourront faire ce niveau cette granularité de la relation. Ouais. Et là, tu auras le temps de le faire parce que tu auras pris tellement de temps avec le hiring manager et avec le candidat que tu auras cette finesse de relation. Ouais, je vois très bien. Et c'est vrai que l'IA en tant qu'assistant, pour moi, et c'est vraiment la phase dans laquelle on va être sur, je pense, au moins 3 ans, d'avoir des assistants IA qui vont nous aider dans ces tâches quotidiennes. Après, on a aussi les agents décisionnels, donc qui vont pouvoir prendre des décisions sur certaines parties, donc faire attention. Et donc, c'est là la complexité de à quel point tu as vraiment une IA qui va devenir un cerveau ou seulement prendre de l'information factuelle et dire oui, non, ou seulement donner des indications. Je prends l'exemple, c'était vraiment le sujet d'hier qui avait fait gros débat du coup dans le workshop qu'on a fait avec 10 directeurs de recrutement. C'était comment tu fais pour que l'IA sur du tri de CV n'ait pas de biais ou te fasse du coup une mauvaise qualification. Et
effectivement, la peur qu'ont les entreprises ou les recruteurs, ça va être que l'IA va prendre des décisions et dire, bah voilà, ce candidat-là, il faut l'exclure. Et je pense qu'il y a tout un sujet factuel de se dire, bah, par exemple, dans un CV, quelles sont les informations que je ressors, sans prendre de décision, sans interpréter sur interprétation, mais juste de manière factuelle. Voici les informations que j'ai. Je note, par exemple, vert, orange ou rouge en fonction de ce que j'ai vu dans le CV et des mots-clés qui sont ressortis. Et donc, j'ai une sorte d'assistant qui va me permettre de trier potentiellement ça, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas du tout regarder les candidats, mais je vais avoir, par exemple, une feuille de route beaucoup plus efficace pour y arriver. Et derrière, les agents décisionnels, donc là, je pense qu'on n'est pas encore prêt, ce sera peut-être plus tard, mais qui vont vraiment prendre des décisions concrètes sur le process de recrutement, et là, c'est un peu plus compliqué. Il y a déjà on ne va pas se mentir, hein, de facto, quand tu mets un CV dans un ETS, il y a déjà une décision par défaut qui est prise parce que si la donnée du CV est plus ou moins structurée, bah, l'ATS il ne peut pas inventer des données qu'il n'y a pas. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'il y a par défaut, l'ATS prend déjà une décision que ce candidat qui n'a pas la bonne donnée n'apparaîtra pas dans les recherches que je fais. Donc, de facto, il y a déjà des décisions qui sont faites parce qu'on utilise la technologie depuis 20 ans dans le recrutement. C'est juste qu'on se dit, ah, mais c'est une IA. Non, c'est juste que, en fait, le sujet, c'est qu'il y a plein de gens qui prennent l'IA sous un angle... et c'est normal, négatif. RGPD, les biais, mais on en a toujours eu des biais. Je veux dire, alors là, on va se dire, bah oui, mais on met les biais à l'échelle. Mais un ATS, finalement, ça a déjà des biais, puisque si un CV n'est pas bien rempli, il y a déjà un biais, puisqu'il ne va pas prendre le CV qui n'est pas bien rempli, il va prendre le CV qui est rempli. Donc, il y a déjà un biais. Et comme tout outil, ça me rappelle quand les réseaux sociaux sont lancés, en tout cas professionnels, il y a 10-15 ans, bah, y a eu des premiers procès. Là, en ce moment, il y a un truc qui fait scandale. Il y a Mobley, c'est une boîte qui est en train de... c'est une class action qui est contre Workday par rapport à une histoire d'IA qui ferait de la discrimination. Donc, tout le monde en parle. Ah, regardez, l'IA, ça marche pas, etc. Ouais. C'est comme quand on a lancé... Désolé mais comme quand on a lancé les voitures au début du XXe siècle, bah, c'est parce qu'il y a eu des premiers accidents, des premiers morts, qu'on s'est dit, bah non, on va arrêter les voitures tout de suite. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas, il y a des morts, il faut arrêter. C'est la même chose, il y aura forcément des abus, il y aura des corrections à faire. Et ça fait partie des révolutions, des transformations. On doit vivre avec. Mais le cas de Workday où les gens disent, bah, vous avez discriminé sur l'âge avec des biais qui sont dans l'IA de Workday, bah, tout le monde est en train de recorriger. On ne sait pas le vrai du faux, mais en tout cas, ça nous permet aussi de corriger, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et d'améliorer l'outil. C'est normal, il y aura toujours des choses qui ne fonctionneront pas. Ouais, clairement. Et je pense que l'erreur, c'est justement d'avoir moi, j'appelle ça le fixed mindset ou le growth mindset. Donc, le fixed mindset, c'est rester sur ses positions et se dire, bah, en fait, ça marche bien comme ça, j'ai pas envie de changer. Et même souvent les gens qui vont dire, c'était mieux avant, entre guillemets. Mais alors que le growth mindset va juste avoir une ouverture d'esprit et une sorte de curiosité. Et c'est ce que tu fais très bien, je trouve, dans ta newsletter, de juste s'intéresser à plein de sujets, à plein de choses qui vont sortir et de les prendre juste avec un avis un œil d'explorateur, de se dire, bon, bah, en fait, on a des nouvelles solutions qui arrivent, tout n'est pas parfait, ça va s'améliorer, mais d'avoir vraiment cette curiosité de se dire, bah voilà, comment évolue notre monde, comment ce sera dans les futures années, comment mon métier il va changer. Même mes compétences, elles devront changer en tant que recruteur demain, s'il y a des nouveaux outils, des nouvelles solutions. Mais en fait, je vais devoir savoir, par exemple, prompter, je vais devoir savoir réfléchir différemment, peut-être faire moins de saisies, moins d'actions manuelles, plus de stratégie dans mon sourcing, par exemple. Et donc, je trouve que cette curiosité ou cet état d'esprit dont on parle, tu vois, est vraiment, je pense, à adopter dès maintenant, pour pas avoir cette friction de l'outil, de la techno. Et je suis convaincu que c'est ça qui va faire la différence plus tard, hein, sur les boîtes qui vont marcher ou pas. C'est un sujet à la fois individuel et collectif. La curiosité, c'est individuel, mais aussi il y a des sujets collectifs d'adoption et de comment nous, en tant que fonction, métier, recruteur, on peut et on est à l'avant-garde de ces sujets. L'IA vocale, c'est un sujet qui est très lié au recrutement. Le sourcing, en fait, nous, en recrutement, on est très, très concernés par l'IA. Alors, on peut dire que le marketing aussi, mais probablement les deux fonctions les plus concernées par l'IA, c'est le recrutement. On fait partie des fonctions les plus concernées. Donc, soit on l'adopte,
soit on l'adopte pas, et si on l'adopte pas, ben, c'est laisser le train passer. Mais tout le process, il est concerné. Il n'y a pas un endroit où on ne sera pas impacté. Ouais, on ne sera pas impacté. Et c'est marrant parce que jusqu'à 6 mois, moi, l'IA, je regardais ça, pour moi, c'était encore gadget. Ouais. Et là, sur les dernières transformations, les dernières avancées, on commence à avoir des cas d'usage qui font que maintenant, je ne peux plus l'ignorer. Ouais. T'es obligé. T'es obligé. Jusqu'à présent, je dis, ça va, c'est juste pour faire des annonces un peu plus sympas que les autres, d'avoir 2-3 idées pour créer du contenu, c'est sympa. Mais juste maintenant, on peut vraiment avoir un impact. Ça, c'est sympa, je trouve. Ouais, franchement, c'est game changer. Non, j'ai échangé là avec Aurélien, qui est, je crois, il est talent lead talent lead chez Conto, boîte tech, et hyper intéressant ce qu'ils ont mis en place. Ils ont mis en place des systèmes qui mettent, je pense, qui peuvent mettre 5 ans d'avance par rapport à d'autres boîtes qui sont plus grosses, plus compliquées à faire changer. Mais en fait, tu vois le gain de temps qui est considérable. Ouais, c'est énorme. Les datas aussi qui arrivent à ressortir en termes d'indicateurs, time to fill, time to hire, tous ces sujets-là, vraiment, c'est mesuré, cadré. Et à chaque fois, tu as une boucle itérative. C'est-à-dire que tu as de l'information qui arrive pour améliorer tous tes bots, toutes tes automatisations, tous tes outils. Et c'est ce qu'on se disait, hein, c'est vraiment, y a forcément des erreurs, il y aura du monitoring à faire, mais pour améliorer. Et en fait, ton travail devient différent, mais en tout cas en tant que talent lead, qui est plutôt de monitorer le process et optimiser les automatisations et l'IA pour s'assurer que le système fonctionne encore de mieux en mieux. Alors que, entre guillemets, aujourd'hui ou avant, c'était vraiment gestion du people, entre guillemets. Donc, hyper intéressant cette partie-là. Et ça m'intéresse de savoir, toi, est-ce que tu as, du coup, dans tes explorations sur le recrutement, tu t'inspires aussi du marketing, de la vente, de d'autres disciplines, ou est-ce que tu as ce focus vraiment recrutement pur et dur? Je m'en inspire, mais c'est vrai que pour l'instant, comme je suis très sur le marché, là maintenant, il y a tellement de travail à faire que tu vois, je te disais que je lis. Je me suis abonné et en payant en plus pas mal d'études spécialisées dans le recrutement. Donc il y a tout que ce soit l'intérim, la partie cabinet, parce que staffing en fait en UK, staffing ça comprend cabinet et intérim. Ouais. Chez nous, staffing c'est un peu plus difficile à définir, Ouais, mais voilà, je suis énormément ce qui se fait à l'étranger parce que ça préfigure ce qui va arriver ou ce qui est déjà le cas chez nous en fait. Et il y a besoin alors, ça peut paraître prétentieux, mais il y a besoin d'un rôle d'éclaireur, de dire voilà ce qui se passe, je vous amène ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est un peu ce que je vais essayer de faire, je te disais, donc sur le Talent Lab futur, ou le Talent Lab mais de donner un peu un rôle de voilà ce qui se passe. Je ne dis pas que j'ai la formule magique ou j'ai une baguette de ce qui va se passer, mais en tout cas d'apporter des choses, d'apporter de la matière pour réfléchir. Ouais. Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment... C'est le rôle que j'ai envie d'endosser, en fait. Je le trouve vraiment intéressant de dire, OK, voilà ce qui se passe. Mais pas seulement, d'ailleurs, dans l'IA, mais que ce soit sur le marché, la situation de l'emploi, la situation du marché, décrypter les liens faibles et les liens faibles, les signaux faibles, pardon, pas les liens faibles, décrypter les signaux faibles pour se dire, OK, voilà, comment on peut anticiper peut-être que... Et je ne dis pas que j'ai raison, mais l'idée, c'est de décrypter vraiment et c'est ce qu'on avait fait avec l'économiste quand il est venu. Il nous a vraiment donné des clés de compréhension que jusqu'à présent, quand il a parlé des boîtes zombies, de dire le PGE, l'État a financé plein de boîtes zombies pendant 3 ans, et ces boîtes zombies sont en train de mourir maintenant. C'est pour ça qu'on a eu des taux de... Le chômage, il est encore bas, quoi. On n'est même pas à 8%, on est à 7,5%, alors que pourtant le recrutement est dans le dur, parce qu'on a maintenu artificiellement des boîtes vivantes, et on est en train d'en payer le prix maintenant. Et tout ça, tu vois ces clés de répartition dont on avait besoin, et il y a une autre clé qui est hyper intéressante. L'industrie, qui est un marché dont on ne parle jamais dans le recrutement, ils arrivent tellement pas à attirer des talents chez eux, qu'ils ont surrecruté. C'est-à-dire que même s'ils disaient, on n'a pas de besoin, mais on va quand même le recruter, pour être sûr que demain, si on a besoin, il sera là. Il sera là. Et c'était flagrant dans les chiffres qui nous montraient, regardez, l'industrie, ils n'avaient pas de besoin, mais ils ont quand même recruté. Et et aujourd'hui, peut-être que c'est plus difficile, mais en tout cas, il y a des éléments qui font que le marché
a été en sur-régime pendant même 2022-2023. Imagine sur les cadres, on a dépassé les 300 000 recrutements cadres à l'année. Pendant longtemps, on rêvait de ce chiffre-là. Et aujourd'hui, on repasse à 260. Et les gens disent, 260, c'est la crise. C'est juste, on revient à un niveau précédent de ce qui était avant, qui est un niveau, entre guillemets, normal. Tout ça pour dire que ce que je trouve intéressant, c'est de décrypter ces signaux faibles. Ouais, les signaux faibles du marché. Ouais. Et on arrive à la fin de l'épisode. On a un timing. Quel timing! On a un timing qui est parfait. Est-ce que tu as un dernier message, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, même toi qui écris beaucoup de contenu, tu fais beaucoup de newsletters, de posts LinkedIn, tu aimes bien évangéliser justement ce rôle d'éclaireur. Quels seraient, selon toi, tes mots de la fin, tes conclusions pour ceux qui nous écoutent? Je vais vous raconter une histoire pour terminer. Il s'appelle, et ça va le faire marrer s'il écoute ce podcast, c'est Thierry Bismuth, qui travaille chez Odyssey RH. Et en fait, dans l'adoption, il y a toujours plusieurs profils. Il y a les gens où tu leur dis un truc, ils vont dire « Ah non, c'est pas possible, non, l'humain, RGPD, non, c'est pas possible. » Et puis tu as les autres, les entrepreneurs, les curieux, qui vont dire « Ah, c'est intéressant ce que tu m'as proposé là sur l'IA vocale, Laurent. » Thierry Bismuth, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir toutes les IA vocales, il a regardé ce qu'ils faisaient, il a testé, il en a appelé une, il dit « Voilà, montre-moi ce que ça donne. » Il m'a dit « Ah, c'est intéressant, je vais peut-être le tester chez moi. » C'est ça demain. Il se passe des choses, testez, allez voir, faites comme Thierry Bismuth, adoptez, ou adoptez pas d'ailleurs. Ouais. Si ça marche pas, vous le faites pas, on s'en fout. Au moins, vous savez. Mais vous avez essayé, vous avez testé, et vous êtes fait votre propre opinion. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Quand il y a des gens comme ça en face de moi, la vie elle est plus facile pour tout le monde. Magnifique. Très belle, très beau mot de la fin. Merci à toi. Merci à toi, Alexis. Laurent. C'était trop bien. Je te dis à très vite. Salut. Salut.